Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette dernière leçon de ce cours 2024 sur la fabrique des embryons, entre guillemets. Quatrième leçon dans laquelle nous allons examiner un peu en détail le troisième type de pseudo-embryons, d'embryoïdes dont je souhaitais vous parler cette année, à savoir le type le plus abouti finalement, que je vais appeler tout au long de cette leçon pseudo-embryon intégré. Alors vous verrez que dans la publication que j'ai choisie, en fait, les auteurs appellent ou appelaient cette forme SEM pour Stem Cell Embryo Model, un modèle d'embryon dérivé de stem cells, ce qui fait une phrase en français très longue. Des embryons qui font partie de ce que l'on appelle les embryons intégrés. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Voilà, cours numéro 4, embryon intégré, définition, caractérisation, comparaison souris-humain. On va y passer un petit peu de temps. Potentiel expérimental. Et puis à la fin, si le temps le permet, je toucherai quelques questions éthiques et sociales qui sont liées à tout ce que je vous ai raconté ces dernières 3 semaines. Pas autant que je le souhaiterais, puisque ce sera largement discuté vendredi prochain, le 7, dans l'après-midi, au cours du colloque en français, où j'aurai le plaisir de recevoir vraiment des spécialistes dans le droit de l'embryon et dans les questions éthiques associées. Voilà, alors parlons un tout petit peu de définition. Je vous ai déjà montré cette image au début du cours. C'était pour planter le décor et puis pour vous introduire les 3 types de pseudo-embryons dont je souhaitais vous parler. Le premier, les blastoïdes, qui correspondent donc à ce stade de blastocyste d'embryon, fait l'objet de la deuxième leçon. Les seconds, les gastruloïdes, la partie la plus postérieure d'un embryon en gastrulation ou post-gastrulation, qui a fait l'objet de la 3e leçon. Et puis aujourd'hui, ces pseudo-embryons intégrés qui vont faire l'objet de cette leçon et qui en fait représentent l'intégralité, non pas un dérivé, mais l'intégralité d'un embryon humain post-gastrulation. Avant de regarder comment on produit de tels objets, vous allez voir que ce n'est pas extrêmement simple. Laissez-moi juste dire un tout petit mot sur la classification entre ces embryons intégrés et non intégrés. On utilise intégrés en fait simplement pour qualifier les embryons qui contiennent tous les tissus, tous les types cellulaires contenus dans les embryons que ces pseudo-embryons sont censés représenter. Par exemple, on a parlé de blastoïdes. Les blastoïdes, souvenez-vous, sont des images assez proches des blastocystes, puisque je vous ai même montré qu'on pouvait les implanter dans un système d'organoïdes de muqueuse utérine. Donc, c'est un embryon intégré. Par contre, les gastruloïdes que nous avons discutés la semaine passée ne représentent qu'une petite partie d'un embryon post ou pendant la gastrulation. Donc, ces gastruloïdes ne sont pas classés parmi les pseudo-embryons intégrés, mais non intégrés. Et aujourd'hui, nous allons discuter, comme je le disais, de ces formes les plus abouties, ici, qui sont vraiment ce qu'aujourd'hui on fait de plus poussé, de mieux finalement, dans la modélisation en culture d'un embryon humain à partir de cellules souches. C'est une thématique, et je vous en parlais la première semaine, qui est vraiment en pleine explosion. Et il y a énormément de bonnes, de moins bonnes, d'excellentes publications qui parlent de ce sujet, très récentes, dans les années 2022, 2023, même 2024. Et donc le choix d'une publication précise n'était pas très simple. Et je vous en montre ici un échantillonnage dans des journaux qui sont extrêmement connus, notamment des laboratoires de Magdalena Czernicka-Goetz,
pour celles et ceux d'entre vous qui m'avaient fait le plaisir d'être à mon cours sur les organoïdes et les embryoïdes il y a 4 ans, j'avais parlé assez abondamment des travaux de ce laboratoire sur ces fameux embryons de souris ETX. À l'époque, on ne parlait pas d'humains encore. Laboratoire de Bernashausen qui dérive de ce laboratoire, celui de Jakob Hanna qui sera là vendredi, et puis un autre laboratoire. Alors, impossible de traiter tous ces protocoles, d'où la nécessité de faire un choix. Et finalement, j'ai basé ce choix en décidant de revenir sur la liste des 13 justificatifs que je vous présentais à la première leçon, cette publication très intéressante de Janet Ressent, et de regarder quelle était la première raison, la raison majeure qu'elle invoque, pour laquelle elle argumente du besoin de travailler avec des embryons ou des pseudo-embryons humains. C'est cette raison que je qualifiais de raison ontologique, finalement. C'est une curiosité intrinsèque à comprendre notre origine en tant qu'humain, ce que signifie être un humain en termes d'embryologie, du point de vue donc du développement embryonnaire. Et j'ai regardé dans ces 4 publications quelles étaient celles qui matchaient le mieux avec ce premier justificatif. Et j'ai trouvé l'exercice assez intéressant. Vous voyez que la dernière ligne des résumés de ces publications, donc une ligne extrêmement importante en fait, qui donne vraiment la raison pour laquelle on a fait ce travail. Alors dans cette publication, on voit une fenêtre critique pour éviter un nombre substantiel de problèmes dans les grossesses. Donc une raison biomédicale, un argument biomédical. La deuxième, des nouvelles opportunités pour disséquer les pathologies, une raison biomédicale. La quatrième, a tractable human-based model, un modèle possible d'attaque pour tester et modéliser des maladies, un argument biomédical. Une exception notable, celle de la publication de Jakob Hanna, qui en plus se trouve être le papier le plus intéressant. C'est peut-être pas étonnant en fait, et le plus innovant, où il est écrit cette plateforme donc de cellules souches de modèles d'embryons dérivés de cellules souches, SEM, probablement nous permettra des investigations de questions auparavant inaccessibles à cause de souvenez-vous, de cette fenêtre d'inaccessibilité de l'embryon humain qu'on a bien discuté ici, qu'on a décrit. Donc c'est une raison qui est vraiment purement scientifique, pragmatique, et c'est donc cette publication que nous allons regarder en détail, qui par ailleurs, comme je le mentionnais, donne à mon avis la meilleure idée de l'avancement actuel de ces recherches. Alors ces auteurs, ils vont capitaliser sur leur étude précédente sur les embryons intégrés, SEM, de la souris. Souvenez-vous, c'était pareil pour les blastoïdes, plusieurs années de travail sur des blastoïdes de souris avant de passer aux blastoïdes humains. Pareil pour les gastruloïdes, des protocoles développés sur la souris, ensuite on les passe aux humains. Là c'est identique, beaucoup de travail sur des embryons intégrés de souris avant de passer à l'humain. Mais notez bien que les protocoles développés pour la souris, en règle générale, ne fonctionnent pas chez l'humain. Donc on a cette sorte de paradoxe qui fait que les idées, les concepts, les règles de base sont développées chez la souris, mais les détails, la recette de cuisine finale, en fait, ne fonctionne pas quand on passe de la souris à l'humain. Alors, ces auteurs vont s'inspirer d'une étude précédente qui date de 2022, Tarazi et Ali, du même laboratoire, donc de Jakob Hanna à Tel Aviv. Et ils vont essayer d'adapter ces observations à des cellules souches humaines qui vont être capables, comme nous allons le voir, de donner des embryons SEM intégrés relativement complets qui, à mon avis, ont vraiment beaucoup des caractéristiques
qui nous permettent de définir un embryon humain à ce stade. C'est assez troublant. Alors regardons le protocole utilisé par ces auteurs chez la souris, avant de démarrer chez les humains. On voit qu'au départ, ces auteurs n'utilisent qu'une seule lignée de cellules ES. Et ça, c'est une différence fondamentale avec les travaux précédents sur la souris, dans lesquels, vous vous souvenez peut-être, il y avait 3 lignées différentes de cellules qui étaient utilisées, une pour l'épiblaste, donc les cellules vraiment souches de l'embryon, une pour le trophectoderme, lignée qui avait été dérivée d'ailleurs par Janet Rossan en utilisant du FGF4, et une lignée pour l'endoderme primitif. Donc c'était 3 lignées cellulaires d'origine différente qu'on mettait ensemble pour faire un pseudo-embryon de souris. Dans ce cas-là, les auteurs décident d'utiliser une seule lignée de départ, une lignée de cellules souches, ES, et en traitant différemment cette lignée avec 3 protocoles un peu différents, de dériver les 3 types cellulaires, 4 chez l'humain, on le verra, parce que chez l'humain, il y en a un supplémentaire, les 3 types cellulaires chez la souris nécessaires pour faire de ces pseudo-embryons. On utilise des traitements avec CDX pour dériver du trophectoblaste, trophectoderme, GATA4 pour dériver de l'endoderme primitif. Donc on va avoir ces 3 types cellulaires que l'on va mélanger dans des agrégats. On a déjà discuté de ça plusieurs fois. Et puis ces agrégats de cellules vont être mis dans cet appareil. Souvenez-vous, je vous en ai parlé à la 2e leçon. Cet appareil mis au point dans ce but, hein, c'est un appareil qui va non seulement faire bouger les embryons, induire une rotation, tout en permettant constamment de changer le milieu. C'est un appareil assez compliqué. Je vous avais parlé du changement d'oxygène, par exemple, qui est très important. Donc un mélange de 3 types cellulaires, comme dans le protocole de 2018 qu'on avait discuté dans le cours de 2018-2019, mais dans ce cas-là, 3 types de cellules qui dérivent de la même lignée ESC naïve plutôt que de cultures indépendantes. Une chose très intéressante dans cette étude, et j'y reviendrai tout à l'heure dans le cas de l'humain, c'est que l'agrégation de ces 3 types cellulaires va directement donner un embryon de type cylindre-off. Vous vous souvenez que la souris, l'embryon pousse un peu en longueur, comme ça, fait une sorte de cylindre, sans passer par un stade blastocyste. On mélange en fait des types cellulaires dont un, en tout cas l'endoderme primitif, est un peu plus tardif que le stade blastocyste. Donc on va former un embryon, un pseudo-embryon de souris, qui correspond tout de suite à un stade qui est relativement âgé, sans être obligé de récapituler les stades précoces. Quand on pense en termes d'auto-organisation de l'embryon, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et je reviendrai dessus quand on parlera de l'humain. Ensuite, culture à long terme dans ce protocole, avec cette instrumentation. Et puis, ils obtiennent ces embryons absolument extraordinaires qui ont 8 jours et demi. Il faut vous imaginer qu'à ce stade, la gastrulation est déjà bien avancée, presque terminée. C'est vraiment la queue qui se fait à ce moment-là. Donc, en passant de l'agrégation de cellules souches, ces auteurs arrivent à obtenir une forme qui vraiment est proche d'une forme embryonnaire post-gastrulation. C'est un tour de force qui était encore totalement inimaginable, ne serait-ce qu'il y a 5, 6, 7 ans. Ça pose évidemment beaucoup de questions, sur lesquelles je reviendrai à la fin, sur la nécessité d'avoir cet embryon dans une muqueuse utérine, qui bien sûr existe, mais jusqu'à quel point, sur le fait, cette capacité extraordinaire qu'ont les embryons de se prendre en charge, on en a déjà parlé, et on y reviendra rapidement plus tard.
Alors, le passage à ce même type d'embryon chez les humains représentait une difficulté supplémentaire, car les humains à ce stade ont un quatrième type de cellules. Il y a bien entendu de l'épiblaste, il y a de l'endoderme primitif, qui, je vous le rappelle, ne donnera pas l'endoderme de l'embryon, mais qui donnera des dérivés, du trophectoderme. Il y a aussi du mésoderme extra-embryonnaire. Ce mésoderme extra-embryonnaire, il va falloir le produire, vous le voyez ici, il va falloir le produire en plus de ces trois types cellulaires à partir de la même culture de cellules S. Et une fois de plus, cela va se faire en optimisant des conditions de culture vraiment largement de façon empirique. J'ai l'habitude de dire semi-empirique, mais c'est vraiment pratiquement de façon empirique, en utilisant un système d'induction pour les gènes, et je vais vous en parler dans quelques minutes. Donc le schéma général était le suivant. On a ici des cellules souches humaines, et le but est d'obtenir ces quatre dérivés. D'un côté, des cellules d'épiblaste classiques, qui sont ces cellules souches, en fait. Là, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, qui vont donner l'embryon lui-même. Des cellules d'endoderme primitif, qui vont participer aux annexes. Des cellules de mésoderme extra-embryonnaire, qui vont aussi participer à la formation des annexes. Et puis les cellules du trophectoderme, qui vont faire le trophoblaste envahissante, etc. Donc, trois types cellulaires extra-embryonnaires, tout ça pour soutenir le développement de cette population-là, d'épiblastes, qui va donner l'embryon. Alors, l'idée, c'est d'introduire dans ces cellules des gènes dont on sait qu'ils sont spécifiques à ces types cellulaires. En particulier, je vais vous parler de ces deux gènes GATA4 et GATA6, qui sont en fait des marqueurs de l'endoderme primitif et du mésoderme extra-embryonnaire. Dès que ces types cellulaires sont produits, on voit ces ARN fabriqués. Donc on se dit, peut-être il y a une relation de causalité. Donc si on introduit ces gènes dans des cellules souches et qu'on les allume, on va peut-être pouvoir pousser la différenciation dans cette direction. Alors évidemment, pour voir le résultat de ces expériences, il faut avoir ce qu'on appelle un readout, c'est-à-dire un paramètre qui nous permet de voir ce qui se passe quand on va activer ces gènes dans ces cellules. Parce que les cellules ne vont pas soudainement s'allumer en disant « je suis de l'endoderme primitif ». Donc, il va falloir trouver un marqueur que l'on puisse doser, dont l'apparition nous dira, voilà, je suis sur la voie de différenciation de l'endoderme primitif ou du mésoderme extra-embryonnaire. Et ce marqueur, ça va être, dans ce cas-là, une protéine qui est le récepteur au PDGF alpha. C'est un récepteur membranaire, je vais vous en parler dans deux images. Ce n'est pas absolument essentiel de savoir ce que ce récepteur va faire. Dans ce cas-là, on va l'utiliser simplement comme un marqueur. Comme c'est un gène qui est transcrit, qui fait de l'ARN que précocement dans les cellules de l'endoderme primitif ou du mésoderme extra-embryonnaire, si on voit PDGF-alpha, le récepteur PDGF-alpha produit, on se dit, voilà, ce sont des cellules qui sont en train de devenir ces dérivés. C'est ce qu'on appelle un readout. Et puis, il va falloir, deuxièmement, une façon de pouvoir activer ces gènes et de les fermer pour pouvoir contrôler cette activation. Et donc, pour cela, on va utiliser un système que j'ai déjà eu l'occasion de vous décrire, qu'on appelle le système tête-on, tête-off.
Ça peut paraître un peu compliqué, en fait c'est extrêmement simple. Il faut vous imaginer que si vous avez un gène qui vous plaît, ici c'est écrit GOI pour Gene of Interest. Imaginez que vous aimeriez travailler avec de la globine, de l'insuline, peu importe, et que vous aimeriez un outil qui vous permette d'activer ce gène ou de le désactiver. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en amont de ce gène des séquences, ces petits triangles d'ADN, qui sont reconnus par ces protéines qui vont fixer ces séquences. Ces protéines, elles ont une partie, que vous voyez en haut, qui s'appelle VP16, qui est un activateur de la transcription. Autrement dit, ces protéines vont reconnaître ces séquences, vont atterrir ici, et cet activateur va activer le gène GOI, qui est le gène de votre choix. Sauf que cette protéine ici a, vous voyez, des petits trous là, et lorsque vous introduisez de la tétracycline dans le milieu, ou de la doxycycline, qui est un analogue, eh bien, elle va se fixer dans ces trous, il va y avoir un changement de conformation. Vous voyez que ces poches ici, qui englobent le triangle, elles changent ici, et donc cette protéine ne va plus se lier en amont du gène. Donc quand on rajoute l'hormone, on va terminer l'activation du gène. C'est ce qu'on appelle le système TET-OFF pour ajout de tétracycline, gène OFF. On peut bricoler un système qui est relativement similaire, un tout petit peu différent, qui s'appelle le TET-ON, au travers duquel la protéine initiale n'est pas capable de reconnaître les séquences. Donc le gène est off. Par contre, lorsque vous mettez de la doxycycline dans le milieu, cette doxycycline, en changeant la stérie du complexe, va cette fois révéler le domaine qui va pouvoir se lier. C'est juste l'inverse de la situation précédente. Et dans ce cas-là, on va activer le gène. C'est ce qu'on appelle le système TET-ON. Donc l'addition de doxycycline soit empêche, soit favorise le TET-OFF, TET-ON. Attention, les systèmes sont un peu différents, ce ne sont pas exactement les mêmes séquences protéiques, autrement ça fonctionnerait de la même façon. Hein. C'est des systèmes qui sont avec des séquences légèrement différentes. Le readout, c'est le récepteur de PDGF. Alors ça, je vous le montre juste pour ceux d'entre vous qui sont intéressés dans les détails, mais c'est ce qu'on a vraiment un récepteur de ce qu'on appelle un récepteur à tyrosine kinase classique. On en a discuté largement. Vous avez une partie extracellulaire qui va recevoir un signal, un ligand, et puis la liaison de ce ligand va traverser, va induire des changements dans cette protéine, et puis va faire que ce domaine de kination, donc de rajout d'un groupement phosphate, sur des résidus tyrosine, d'autres protéines qui vont, etc., jusqu'à ce qu'on rentre dans le noyau avec un effecteur pour activer la transcription. Voilà. Donc, ces auteurs prennent ces cellules ES, introduisent ces gènes GATA4, GATA6, bricolent le système TET-ON pour activer ces gènes à un temps précis et vont regarder l'effet sur l'apparition de ce récepteur, du récepteur PDGF-alpha. D'accord ? Et la façon dont ils vont regarder, c'est de faire un triage de cellules. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent les cellules dans un trieur de cellules et ils ont une façon de pouvoir trier toutes les cellules qui expriment le récepteur PDGF-alpha. D'accord ? Et vous voyez ici ce nuage, en fait, ce nuage est fait de cellules et les cellules qui expriment le récepteur PDGF-alpha sont localisées dans ce carré. Et vous voyez qu'il y en a très peu. Il y a très peu avec GATA4, ici, lorsque l'on exprime GATA4, 8,77%, comparé au contrôle, c'est-à-dire des cellules dans lesquelles il n'y a pas de gène GATA4 et qui ont 2,8% des cellules qui apparaissent positives. Donc c'est très insatisfaisant et on voit qu'en fait,
en activant ce gène GATA4 dans ces cellules, on a pratiquement le même résultat que dans le contrôle. On n'a pas une activation de ce récepteur qui est telle qu'on puisse dire, voilà, là on est dans une situation dans laquelle on peut sortir ces cellules pour pouvoir aller vers un embryon intégré. Et donc les auteurs se disent, on va peut-être refaire l'expérience, mais en utilisant un milieu de culture un peu différent. Et là on retombe dans cet empirisme, hein, en essayant des inhibiteurs, souvenez-vous, des inhibiteurs de toutes les voies possibles de signalisation, etc. Et ils vont arriver dans ce cas de figure où ils vont utiliser un milieu qui s'appelle le milieu RACL. Je vous passe les détails. Le C, c'est pour chiron, c'est un analogue pour activer la voie Wnt. Le A, c'est de l'activine. L'activine étant connue pour inhibant la production du mésoderme extra-embryonnaire, ces auteurs retirent l'activine et donc ils vont utiliser un milieu RACL moins le A. Vous voyez le type d'approche, hein, on bricole, on enlève ça, on rajoute ça, etc. Les cellules sont alors triées, purifiées en utilisant des marqueurs appropriés. Et on voit sur le haut ici qu'on a maintenant pratiquement 75% des cellules qui expriment le récepteur PDGF-alpha, APDGF-alpha. D'accord. Mais vous voyez sur la droite que le milieu seul, sans l'activation du gène GATA4, donne exactement le même résultat. Donc on se retrouve dans une sorte de paradoxe, c'est-à-dire on introduit ce système tête-onde pour activer GATA4, on n'a pas de résultat. On change le milieu en se disant ça va améliorer les choses. Et effectivement, ça améliore les choses, sauf que quand on enlève le GATA de ce milieu amélioré, eh ben, ça marche tout aussi bien. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai passé 5 minutes à vous parler de ça, puisqu'il n'y a pas besoin de mettre de ce GATA. Et en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles je vous raconte ça. C'est que premièrement, c'est comme ça que cela s'est passé. C'est la vérité expérimentale. Et la deuxième raison, c'est que c'est vraiment un exemple parfait de cette approche empirique où on voit que beaucoup de travail au départ se base sur des anticipations, des hypothèses. L'hypothèse ici, c'était que forcément, quand on rajoute du GATA4, eh ben, on va partir dans la voie de l'endoderme primitif. Eh bien, non. En fait, c'est une sorte de sérendipité, finalement. C'est pas du hasard, mais c'est pas non plus voulu. C'est quelque chose qu'on obtient en ayant des guesses comme ça qui sont incorrectes, mais qui, in fine, donnent le résultat que vous souhaitez avoir. Alors ensuite, ces auteurs vont prendre ces cellules qui sont triées, vous voyez que maintenant il y en a beaucoup, là, 75%, vont prendre ces cellules et vont les séquencer pour être sûr que ces cellules contiennent les ARN qui les qualifient comme étant à la fois des précurseurs d'endoderme primitif et de mésoderme extra-embryonnaire. Et puis une fois que ça c'est fait, ben voilà, on a le paquet, on a les cellules d'épiblastes, on a des cellules d'endoderme primitif, on a des cellules de mésoderme extra-embryonnaire, ne reste plus que les cellules du trophectoderme. Alors ces cellules du trophectoderme, eh bien là encore, elles vont être testées puisque, comme je vous le disais auparavant, le protocole souris ne fonctionne pas chez les humains, donc elles vont être testées en introduisant dedans, cette fois, un gène qui s'appelle CDX, qui est vraiment un des marqueurs les plus utilisés pour voir les cellules du trophectoderme. Et je vous l'ai montré la semaine passée. C'est un marqueur qui entoure l'embryon, comme ça.
Et donc, on va introduire CDX avec le système tête-en, etc. Et puis, en fait, les cellules du trophectoderme qui seront obtenues ne se comportent pas de la façon dont ces cellules devraient se comporter quand elles sont agrégées avec les 3 autres types cellulaires, dans le sens où elles ne vont pas former cette couche extérieure qu'on attend pour du trophectoderme. Le trophectoderme, c'est la couche qui va rentrer en contact avec la muqueuse utérine, qui est responsable de l'implantation. Donc c'est la couche qui est à l'extérieur qui va couvrir. Et là encore, changement de milieu. Alors je vous passe le milieu. Je l'ai mis pour ceux ou celles d'entre vous qui seraient intéressés un dimanche matin à revenir sur la composition de ces milieux avec cette collection d'inhibiteurs sur ces voies de transduction, avec un inhibiteur qui est très important, que j'ai mentionné en rouge parce qu'il n'est pas encore apparu dans ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. C'est l'inhibiteur de la voie ALK. La voie ALK, c'est une voie extrêmement importante. ALK, c'est pour, vous voyez ici, une kinase qui est impliquée, qui au début était impliquée dans un lymphome anaplasique lymphoma kinase, ALK. C'est une voie qui est très importante pour la survie, la prolifération, la migration des cellules. Pourquoi ces auteurs utilisent des inhibiteurs de cette voie, comme pour les autres, empiriques? Conditions de culture, essais, contrôle de qualité, et finalement, vous voyez qu'ils arrivent à produire 84,6% de cellules avec uniquement cette composition de milieu, qui sont des cellules qui expriment 2 marqueurs, cette fois comme readout, parce qu'évidemment là, on ne peut plus utiliser le PDGF-alpha, le récepteur PDGF-alpha, puisqu'il n'est pas exprimé dans les cellules du trophectoderme. Donc ils utilisent un marqueur qui s'appelle ENPEP, et puis un autre qui s'appelle TAC-STD2. Et vous voyez que ces cellules qui sont double positives, donc qui expriment les 2 marqueurs, sont dès lors qualifiées de cellules du trophectoderme. Et c'est ces cellules-là qui vont donc être utilisées. Alors, comme c'était le cas précédemment, ces cellules vont être vérifiées par séquençage en cellules uniques pour être vraiment sûr qu'elles ont toutes les caractéristiques des cellules du trophectoderme. Et puis, une fois cette vérification faite, elles vont être utilisées. Donc maintenant, on a les 4 types cellulaires. On va pouvoir commencer les agrégations. Et vous voyez ici, sur la droite, avec cette coloration magenta, qui est une protéine qui s'appelle SDC1, c'est ce qu'on appelle une syndécane, c'est une protéine qu'on voit qui est spécifique au trophectoderme. Vous voyez que maintenant, on a ces magnifiques colorations qui entourent ces agrégats. Donc là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à du trophectoderme. Donc là, on a les 4 types cellulaires. Les 4 types cellulaires sont suffisants sans induction génique. Alors c'est très important parce que ce n'est pas très compliqué de faire une induction à la doxycycline, mais il faut avoir un transgène à l'intérieur. Et c'est évident que quand on pense un peu à ce que l'on pourrait faire de ces objets dans le futur, c'est très important de trouver des situations dans lesquelles on peut éviter au maximum d'avoir du matériel génétique étranger placé dans ces cellules. Donc c'est pour ça que ces auteurs se concentrent sur ces conditions de culture. Maintenant, c'est aussi intéressant parce que ce n'est pas possible chez la souris. Pour l'instant, on est obligé quand même d'avoir du matériel génétique étranger. On ne peut pas simplement, en jouant avec les conditions de culture, obtenir ces types cellulaires. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, ces lignées extra-embryonnaires obtenues sans transgène chez l'homme ne peuvent pas être obtenues chez la souris. On peut vraiment se poser la question pourquoi. Et je vous parlais la semaine passée de cette différence qu'on fait entre des cellules vraiment naïves, des cellules ES naïves,
et des cellules qui le sont un tout petit peu moins. Et la raison qui est invoquée par ces auteurs, dans laquelle je ne veux pas trop rentrer, parce que ça devient peut-être un peu trop compliqué, peut-être pas nécessaire, mais c'est la suivante. Lorsque ces auteurs regardent par attaque sec, je vais y revenir dans une minute, c'est-à-dire regardent l'état de la chromatine en amont ou autour de ces gènes GATA4 et GATA6, qui sont donc nécessaires ou qui sont des marqueurs de ces annexes, de ce type cellulaire, ils s'aperçoivent que la chromatine est fermée chez la souris, mais qu'elle est ouverte chez les humains. Par contre, les sites qui sont ouverts ne sont pas fonctionnels, mais ils sont ouverts. Donc, si vous voulez, c'est comme si on s'imaginait qu'en fait, la chromatine aux alentours de ces deux gènes est déjà prête à répondre à un signal qui va venir, donc dans un état qui est peut-être légèrement différent de l'état des cellules de souris qui, elles, sont encore fermées. Donc chez la souris, il va falloir premièrement ouvrir la chromatine pour donner l'accès aux protéines qui vont venir. Chez l'humain, c'est déjà prêt. Et c'est la raison pour laquelle ces auteurs pensent qu'on peut, chez l'humain, dériver du trophectoderme à moindre coût, si vous voulez, d'une façon relativement plus simple que ce n'est le cas chez la souris. L'attaque sec, je vous rappelle, j'en ai parlé plusieurs fois dans ces cours, je vous rappelle simplement en une image le principe général. La chromatine, l'ADN, il ne flotte pas hein, dans le noyau, l'ADN, il est vraiment replié en chromatine, il est fermé. Et la chromatine, elle est faite de plusieurs enroulements. Le premier sont des nucléosomes que vous voyez là. C'est des petits enroulements d'ADN. L'ADN, c'est le trait, là, c'est entouré, c'est une série de petites protéines qu'on appelle des histones. Et en fait, lorsque vous voulez activer un gène, il va falloir faire de la place pour que la protéine arrive. Donc il va falloir déplacer ces histones et rendre en fait l'aéroport accessible. Hein, c'est ça, il va falloir ouvrir un peu. Et cette accessibilité, on peut la voir avec une transposase qui s'appelle la TN5, qui ne va atterrir que dans les endroits qui sont accessibles, bien sûr. Cette transposase, elle ne peut pas rentrer dans les endroits qui sont inaccessibles. Donc elle va atterrir que dans ces endroits. Si vous associez à cette transposase des petits morceaux d'ADN qui vont être utilisés comme amorces, cette transposase va couper l'ADN et les morceaux d'ADN qui vont partir vont être marqués avec les amorces. Donc après, on peut amplifier, comme d'habitude, faire de l'ADN double brin, faire de la séquence, et les séquences vont refléter en fait les endroits de la chromatine qui sont accessibles. Ça, c'est le principe de l'attaque sec qu'on a déjà discuté, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'en souvenir. C'est une méthode qui est extrêmement sensible, très utilisée, parce qu'elle nécessite peu de cellules. C'est une des méthodes, une des approches omics qui nécessite le moins de cellules. On peut même le faire avec des cellules uniques, et donc c'est très utile. Alors voilà, nous arrivons finalement à cette recette finale pour produire ces embryons. Des cellules NMP, souches classiques, humaines, de l'épiblaste, avec un milieu relativement simple, de l'endoderme primitif et du mésoderme extra-embryonnaire avec ce milieu RACL, auquel on a enlevé l'activine, et puis ce milieu ici qui produit des cellules du trophoblaste, toutes dérivant de la même culture. Vous voyez qu'il faut à peu près 3 jours pour produire ces dérivés. Une fois ces dérivés produits, eh ben on les remélange. On va faire des petits agrégats. Et vous voyez que la recette, elle est donnée ici. Vous avez pour une cellule souche de l'épiblaste, une cellule qui fera à la fois de l'endoderme primitif et du mésoderme extra-embryonnaire, et 3 cellules du trophectoderme. 3 cellules du trophectoderme, pourquoi? Probablement parce que ce sont des cellules qui vont devoir couvrir l'agrégat, donc on en met un petit peu plus. Tout ça empirique aussi. J'imagine très bien que ces gens-là ont dû faire
1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 2, etc., etc., jusqu'à ce qu'ils obtiennent les agrégats qui étaient les plus performants. Ensuite, on rentre dans un autre protocole, c'est très compliqué en fait, avec une journée de traitement à un inhibiteur qu'on a déjà vu, de la voie ROCK, et puis ensuite, on enlève cet inhibiteur. Au troisième jour, on rentre dans ce système de shaker qu'on a décrit, avec ces conditions qui sont toujours en évolution, hein, souvenez-vous, de sérum, d'oxygène et tout, parce que l'embryon, à chaque jour, a un besoin nutritif, métabolique qui est légèrement différent du jour d'avant. Donc il faut adapter cette croissance avec ce système automatique, transfert dans un système de culture pour 8 jours. Eh bien, si l'on suit ce protocole, on va obtenir des objets biologiques qui ressemblent vraiment étonnamment à des embryons réels. Et je vais vous montrer d'abord des embryons réels pour vous rappeler à quoi ça ressemble à un stade précoce, hein, parce que ça ne ressemble pas à grand-chose en fait. On n'est pas vraiment à un stade post-gastrulation dans le cas des humains. Hein. Ce serait interdit en fait d'aller aussi loin. Vous voyez ici un embryon très précoce, stade Carnegie 5 précoce, 5A, avec l'épiblaste, avec l'hypoblaste, épi, hypo en dessous. Et puis vous voyez cette petite fente là qui est le début de la cavité amniotique. Hein, vous vous souvenez qu'elle va apparaître ici chez l'humain. Un peu plus tard, on va voir maintenant cette cavité amniotique, l'épiblaste qui va faire ce disque. Hein. Vous vous souvenez que l'embryon humain a cette particularité, non pas de se développer comme les rongeurs sur un cylindre, mais sur un disque qui ressemble plus à certains égards au développement des oiseaux finalement. Hein. C'est une sorte de disque avec postérieur d'un côté, d'antérieur de l'autre, et puis des cellules qui vont gastruler en rentrant comme ça et en descendant pour faire du mésoderme en dessous. Et vous allez voir ici l'amniose, formation de l'amniose, formation du mésoderme extra-embryonnaire, de l'endoderme ventral ici, et jusqu'à ce magnifique embryon, là où on voit bien ce disque maintenant. Tout le reste que vous avez autour, c'est tout de l'extra-embryonnaire. Ce sont des membranes qui vont enrober le... Mais l'embryon, vraiment, va se développer sur ce disque-là, hein, avec cet épiblaste qu'on voit très bien, qui est cette structure dense, et puis du mésoderme qui va se développer en dessous. Voilà, on le voit ici. Et ça, c'est les embryons, c'est des exemples d'embryons intégrés. Alors, à première vue comme ça, sans qu'il y ait de couleur, sans qu'il y ait de coloration, c'est vrai que ce n'est pas vraiment évident de voir ce qu'il y a dedans, mais on voit ici de l'épiblaste. Si on va directement à la fin, on voit l'épiblaste ici, on voit le sac vitellin en dessous, épiblaste, le sac vitellin ici. On voit une cavité ici qui est la cavité du chorion. On voit un point d'attachement ici qui est extrêmement intéressant, qui pourrait correspondre au point d'attachement qui plus tard donnera le nombril, hein, le stalk. Hein, donc ce qui va rester d'attachement où vont passer tous les tubes, etc. Et en fait, lorsque l'on commence à colorer cet embryon avec des marqueurs, là, on voit beaucoup mieux ce qui se passe et on voit beaucoup mieux ce qu'on obtient comme dérivé. Et vous voyez que c'est absolument étonnant. On a ici de l'épiblaste, l'apparition de l'amnios, la cavité amniotique, le sac vitellin, le mésoderme extra-embryonnaire, de l'hypoblaste, du trophoblaste. Vous avez ici les schémas en fait, qui correspondent à peu près. Et il semble même qu'il y ait un point d'attachement ici, un stalk. Bon. C'est peut-être pas aussi convaincant que de voir de l'épiblaste, mais c'est en tout cas ce que les auteurs présentent, et je pense qu'on peut les croire. Par contre, bien entendu, il n'y a pas de cavité blastocystique. C'est-à-dire que, comme c'est le cas pour la souris, quand vous agrégez ces cellules, qui sont des cellules relativement tardives, puisqu'on les a différenciées pendant tout ce temps-là, avant de les agréger, pendant 3 jours.
elles ont passé le stade de blastocystes. Et donc, quand on les agrège, elles ne vont pas récapituler le développement précoce. Ce qui rend ce développement d'autant plus étonnant, finalement, parce qu'elles vont directement passer à une forme relativement âgée, qui serait l'équivalent de ce cylindre chez la souris, qui est l'équivalent de ce disque chez les humains. Donc, il y a une organisation directe, en multilinéage, sans passer par un stade blastocyste, de cavité blastocélique. On peut la chercher, on la trouvera pas. Et donc, là encore, il y a un pouvoir d'auto-organisation de ces cellules qui est absolument étonnant. Par contre, lorsque l'on regarde l'efficacité de ce protocole, c'est-à-dire de ces agrégats, quel est le pourcentage qui va donner cette structure ou cette structure, une structure où l'on va avoir un trophectoderme bien développé, un épiblaste bien développé en disque, de l'hypoblaste, peut-être même un peu de mésoderme, etc. Là, on s'aperçoit que les chiffres alors, sont très bas. Alors, les auteurs vont regarder 3 paramètres, en fait. Le premier paramètre, le plus lâche, c'est n'importe quoi qui soit entouré par du trophectoderme. Et on voit que si on prend ce paramètre, on a à peu près 75%, c'est 2 clones différents, hein, pour simplement comparer 2 clones différents de cellules ES, on voit qu'il y a entre 75 et 50% d'agrégats qui sont entourés de trophoblastes. Par contre, si on demande combien y en a-t-il qui en plus contiennent de l'épiblaste et de l'hypoblaste, on voit qu'on redescend déjà à entre 10 et 3%. Et puis lorsque l'on demande combien y en a-t-il qui ont ce disque bilaminaire épiblaste-hypoblaste, avec un sac vitellin, un amnios, eh ben, vous le voyez sur la droite, on est à 1,64% pour un clone et 1,09% pour l'autre clone. Alors évidemment, on peut dire c'est vraiment peu, 1%. Oui, c'est peu. D'un autre côté, il faut bien comprendre que la production de ces objets est quasiment illimitée. Il suffit d'avoir un robot qui pipette le nombre de cellules qu'on a discuté dans des mini-wells. Après, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut les transférer dans ces systèmes de culture, rotatifs et tout. Et c'est vrai que c'est encore une limitation qui rend le vrai travail de biochimie, de génétique sur ces objets biologiques encore compliqué. Beaucoup plus compliqué que celui qui est fait sur les gastruloïdes de la semaine passée, où là on a des structures qui sont beaucoup moins abouties, souvenez-vous, mais qu'on peut obtenir en très très grande quantité avec une reproductibilité très élevée. Alors, ces quelques embryons qui atteignent ce stade 3, bilaminaire, épiblaste, hypoblaste, sont-ils vraiment bien polarisés, antérieurs, postérieurs? Donc ça, les auteurs vont regarder ce point précis en utilisant 2 marqueurs de gènes, finalement. Un que vous connaissez bien maintenant, qui est ce fameux gène brachyurie, ou T, ou TBXT, plusieurs appellations, qui est vraiment un marqueur de la partie la plus postérieure de l'embryon. Et vous voyez ici un disque avec de l'épiblaste en bleu, ici, avec un agrandissement là. Et vous voyez que l'expression de T, de brachyurie, est restreinte à une extrémité de ce disque, qu'on va donc définir comme l'extrémité postérieure. Évidemment, c'est un peu un argument circulaire, puisqu'on dit qu'on utilise TBX pour voir si l'embryon est polarisé, mais on définit la partie postérieure où T est exprimé. Mais enfin, si on fait ça avec plusieurs gènes qui sont postérieurs ou antérieurs, je pense qu'on peut légitimement arriver à la conclusion que oui, c'est bien polarisé. L'autre gène est, à mon avis, encore plus intéressant. C'est ces cellules vertes que vous voyez là, qui ne sont pas dans l'épiblaste,
qui sont dans l'endoderme, qui se trouve en dessous de l'épiblaste. C'est un gène qui s'appelle SER1, Cerberus 1, et ce gène marque des cellules extrêmement intéressantes dans l'endoderme viscéral antérieur, AVE, qui sont des cellules connues depuis, je dirais, une trentaine d'années maintenant, comme étant nécessaires pour induire la partie antérieure de l'épiblaste. Donc ce sont des cellules qui sont en contact étroit avec cette partie-là, qui deviendra la partie antérieure. Donc la réponse, c'est oui. Il semble que ces embryons soient bien polarisés, avec un postérieur, avec un antérieur. Le second point qui va être montré par ces auteurs sur ces embryons, et qui est un point vraiment extrêmement intéressant si on pense à la suite de ces expériences, qui touchent bien entendu les annexes, et en particulier le trophectoderme, le trophoblaste, puisque, souvenez-vous, c'est vraiment un dérivé totalement essentiel pour l'implantation, donc pour la survie de cet embryon. Et donc les auteurs vont constater qu'il y a une maturation du trophectoderme qui est très satisfaisante et qui correspond relativement bien, finalement, à ce que l'on observe dans l'embryon réel. Vous voyez ici 3 types de marqueurs. En bleu, vous avez cette fois OCT4 qui marque l'épiblaste. OCT4, c'est un des marqueurs de stemness, donc des marqueurs de cellules qui ont un très haut potentiel de développement qu'on trouve dans le blastocyste, par exemple. On voit ces cellules qui sont marquées par NANOG, par OCT4. Donc l'épiblaste ici est marqué par OCT4. Et on voit quelque chose de typique pour la couche de trophoblaste, qui sont ces marqueurs syndécane, on y revient, CK7, GATA3, et qui vont produire une maturation avec une progression vers, vous voyez ces vacuoles là, ces lacunes, qui sont vraiment typiques de ce que l'on appelle un syncytiotrophoblaste, c'est-à-dire que ce sont des cellules, on en parlait quand on a discuté des blastoïdes, qui ont des comportements presque tumoraux, en fait. Ce sont les cellules qui vont être polyploïdes, donc qui vont faire un syncytium. Un syncytium, c'est une cellule, un ensemble qui a plusieurs noyaux sans membrane. Hein. Donc ces cellules vont être complètement folles, elles vont avoir une ploïdie anormale. Leur seul but étant d'envahir, d'envahir la muqueuse utérine pour implanter l'embryon. Et lorsque l'on regarde la dynamique d'apparition de ces marqueurs, on s'aperçoit que la syndécane 1, ici, CDC1, apparaît en fait un tout petit peu plus tard que les 2 autres marqueurs. Vous voyez ici, CDC1 was not expressed on the starting T-like cells. Ce qui veut dire qu'on répète en fait dans cet agrégat de cellules exactement ce qui se passe dans l'embryon réel. C'est-à-dire qu'on a une suite de gènes qui arrivent, les uns après les autres. Le dernier marqueur de cette couche de trophoblaste étant CDC1, qui n'est pas exprimé initialement, mais qui va le devenir. Et donc les auteurs prennent cette initiation tardive de SDC1 comme étant une bonne illustration de la bonne maturation, du processus de maturation du trophoblaste, qui est évidemment un processus extrêmement important. Et on le voit aussi avec la dynamique d'apparition du syncytium. Là, on le voit bien, c'est sur un embryon réel, cette fois un vrai embryon. Vous voyez ces lacunes ici qui vont se développer dans le syncytiotrophoblaste. À l'extérieur, vous voyez, l'embryon est là. À l'extérieur de l'embryon, vous voyez ces lacunes ici dans les embryoïdes, avec de marquages de l'actine qui vous montrent qu'il n'y a pas de membrane cellulaire entre. C'est vraiment un syncytium. Hein. Ces lacunes, en fait, ces cellules sont celles qui, souvenez-vous, expriment l'hormone
chorionique gonadotrope, hein, on a déjà discuté avec les blastoïdes, ce sont ces cellules qui l'expriment. Hein. Quand on fait un test de grossesse, ce qu'on dose, en fait, c'est le produit de ces cellules. Hein. Vous voyez ici, pour la petite histoire, il regarde aussi la présence de cette hormone, qui va donc être utile pour préparer la muqueuse utérine, etc., continuer le corps jaune, etc. Donc, à 6 jours, ces embryons montrent des lacunes dans le trophoblaste syncytial, donc une structure qui, en tout point, semble ressembler à celle de l'embryon. Bien sûr, tout cela indique des ressemblances, mais ne donne pas vraiment d'informations sur les types cellulaires qui sont là. On voit des cellules, on voit des vacuoles, on voit ces grandes lacunes qui ressemblent à des cellules trophoblastiques, mais on n'a pas d'informations sur leur contenu en ARN. Et pour avoir cette information supplémentaire, les auteurs vont naturellement passer à cette technologie de séquençage d'ARN en cellules uniques, qu'on a discuté à maintes reprises, que je vous ai représenté la dernière fois. Et ces auteurs vont donc préparer des librairies pour faire ces séquençages de cellules uniques. Et ce qu'ils vont faire, c'est ce que je vous ai décrit pour les gastruloïdes, mais en utilisant des embryons humains. C'est-à-dire, on va prendre toute une collection d'embryons humains, du plus précoce, le zygote, jusqu'à un stade relativement âgé, et puis tous ces stades vont être séquencés. Et on va faire une représentation en 2 dimensions de tous les types cellulaires présents dans tous les échantillons. Donc on a, une fois de plus, souvenez-vous, une compression du temps, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas un embryon à 4 jours, un embryon à 2 jours, on regarde des types cellulaires qui sont présents dans tous ces embryons. C'est une accumulation de types cellulaires. Hein, et c'est ce que vous voyez là sur la gauche, où vous avez du matériel de départ avec des embryoïdes de 4 jours, 6 jours, 8 jours. Puis je vous montrerai tout à l'heure l'analogie avec les embryons humains. Et ici, vous avez la distribution en cluster, en groupe. Donc, une fois de plus, chaque point représente une cellule et la distance entre les cellules représente leur ressemblance en ARN. Donc, par exemple, toutes les cellules ici sont relativement identiques les unes aux autres dans le cluster 0. Et vous voyez que les auteurs identifient 12 grands clusters. Après, on peut évidemment aller dans des sous-clusters, etc. Mais 12 grands clusters, avec en particulier ces clusters 11, 4, 1 et 7. Vous voyez ici épi 1, épi 2, épi 3, épi 4. Donc ce sont de l'épiblaste. C'est de l'embryon. Hein, ces 4 clusters ici sont des cellules de type épiblaste. Vous voyez qu'elles sont très loin du cluster 0 qui lui est du mésoderme extra-embryonnaire. Donc quand on a des identités très éloignées l'une de l'autre, on est très loin sur cette carte. Quand on a des identités très proches l'une de l'autre, on est regroupé. Vous pouvez voir ici le nombre de cellules par cluster, puisqu'évidemment, on peut définir le nombre de cellules qu'on a dans chaque cluster. Et puis, on peut poser la question, à quoi correspond, quels sont les gènes principaux qui nous aident à déterminer ces clusters. Quand l'algorithme regarde toutes les séquences d'ARN et classe ces points dans cet espace à 2 dimensions, il a évidemment des priorités. On va prendre les gènes qui sont exprimés les plus forts ou les plus distinctifs. Et cette priorité, on la voit là, sur cette liste que vous avez sur la droite. Par exemple, prenez les clusters 1, 4, 11, 7. 1, 4, 11, 7. Donc ces 4 clusters d'épiblastes
vous les voyez ici, épiblastes, eh bien vous voyez que les 4 ont une tendance à exprimer en priorité les mêmes gènes. Si vous allez maintenant à ce cluster ici, par exemple, vous verrez que ce sont d'autres gènes en priorité qui sont exprimés. Ceux-ci ne le sont pas. C'est absolument attendu. C'est à cause de ces gènes qu'on va classifier ces points ensemble. Donc ce n'est pas une surprise si ces gènes sont différents. Mais ça vous explique comment on fait ce classement de points et qu'est-ce qui fait qu'on obtient ces nuages, ces clusters. Maintenant, on peut vérifier que des gènes marqueurs ont effectivement des ARN qui sont distribués selon ces clusters. Donc on peut dire, une fois que cette carte est établie, on peut prendre n'importe quel gène et puis dire où ce gène est-il exprimé. Et la machine va nous le donner. Et par exemple, si l'on regarde les 3 premiers gènes ici, ce gène POU, NANOG et SOX2, et qu'on demande où ces gènes sont-ils exprimés, la réponse, on l'a déjà, ils vont être exprimés quelque part dans ces clusters ici, puisque c'est de l'épiblaste. D'accord? Donc ça, ce ne sera pas une surprise. Mais est-ce qu'ils sont tous exprimés de la même façon? Est-ce qu'il y a des sous-clusters? Et on voit très bien ici qu'en fait, on a des différences. Le gène SOX2, qui est typique de l'épiblaste, va être exprimé, vous voyez ici, dans la partie la plus basse, qui est le cluster numéro 7, en plus d'être exprimé dans le reste. Par contre, le gène NANOG, qui est exprimé dans le cluster 1 et le cluster 4, n'est pas exprimé dans le cluster 7. Pourquoi? Parce que le gène NANOG, c'est vraiment un des 2 ou 3 gènes qui sont les plus STEM possibles. Je vous parlais de OCT4 tout à l'heure. OCT4, NANOG. C'est vraiment un gène à très très haut potentiel. Or, si vous regardez le cluster numéro 7, vous remontez ici et vous voyez EPI3 committed. Donc c'est un type d'épiblaste qui est déjà engagé vers quelque chose. C'est plus de l'épiblaste totalement fondamental. Il est déjà committed. Il s'est déjà engagé vers quelque chose. Et c'est pour ça qu'on n'a pas NANOG. Parce que dès que vous partez dans une direction d'engagement, dans une direction de différenciation, NANOG, il n'est plus là. NANOG, il est là vraiment dans les cellules totalement souches. Ce genre d'analyse qui sont extrêmement précises en fait, permettent aussi de voir des cellules extrêmement rares. Si vous regardez un peu en détail cette carte, vous allez voir parfois qu'il y a des cellules presque isolées. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'elles sont ces cellules. Est-ce que ce sont des cellules qui ont perdu un chromosome par exemple? Dans ce cas-là, elles ne pourraient plus être classées quelque part. Ou bien est-ce que ce sont vraiment des cellules très très rares? De tout début de quelque chose qui arrive. Et je vais vous montrer 2 exemples d'analyse de cellules très peu fréquentes qu'ont fait ces auteurs et qui révèlent en quelque sorte la potentialité de ces embryons synthétiques. La première, ce sont des cellules germinales primordiales. Les cellules germinales primordiales, c'est les cellules que nous avons très tôt, qui vont être à la base de tous nos gamètes, de tous les spermatozoïdes qu'on va produire ou de tous les ovules qui vont être produits. Alors, c'est les cellules qui, évidemment, chez l'homme, vont continuer à se développer, chez la femme qui vont s'arrêter, puisque le nombre d'ovules sera fixé. Mais ce sont ce qu'on appelle des cellules germinales. Ces cellules germinales, on peut les caractériser, là encore, en utilisant des marqueurs, certains gènes qui sont exprimés, et en particulier une combinaison de 3 gènes, OCT4, PRDM1 et SOX17. Autrement dit, lorsque vous voyez une cellule qui exprime ces 3 gènes, la probabilité que cette cellule soit une cellule primordiale germinale primordiale, est très élevée. On ne connaît pas d'autre type cellulaire qui ait cette combinaison. Eh bien, vous voyez ici qu'à l'intérieur du cluster numéro 4, on a quelques cellules, ici, qui expriment à la fois OCT4
sur la gauche, PRDM1, ici, et SOX17. Il y en a 27. Il y en a exactement 27 qui sont comptabilisés par l'analyse, dont 19, sauf erreur, se trouvent dans le cluster numéro 4. Ça veut tout de même dire que ces embryons intégrés, ces agrégats de cellules, sont capables d'auto-organisation, de production d'un embryon, d'un pseudo-embryon, d'un modèle d'embryon qui ressemble quand même passablement à un embryon réel, et de produire des cellules germinales primordiales. Est-ce que ces cellules seraient capables de faire quelque chose? C'est un problème réel de ces manips, qu'on discutera dans une minute, c'est-à-dire que d'essayer d'évaluer la potentialité de ces cellules pour un développement futur qui, évidemment, n'est pas possible dans le cas d'embryons humains. L'autre type de cellule qui est révélé par ces analyses est encore moins fréquent. Ce sont des cellules qui sont des cellules progénitrices de la lignée sanguine. Et là, les auteurs en identifient 6. 6 cellules. Vous imaginez que c'est un résultat qui aurait été strictement impossible à obtenir il y a encore 7 ou 8 ans, sans disposer de ces approches, de cette technologie. Et ces cellules progénitrices de cellules sanguines sont caractérisées en fait là encore, par l'expression de 3 gènes particuliers, cette fois qui s'appellent TAL1, CD34 et ERG. ERG et TAL1 sont des facteurs de transcription, sont des protéines nucléaires qui vont activer des gènes. Et puis CD34, c'est une protéine transmembranaire typique de l'érythropoïèse. Je vous passe les détails. Et là encore, chaque fois que l'on va trouver une cellule qui exprime ces 3 marqueurs, eh bien, la probabilité que ce ne soit pas une cellule progénitrice sanguine est extrêmement faible. Eh bien, vous voyez que 6 cellules sont trouvées dans les clusters 4 et le cluster 7. Vous voyez ici, par exemple, en bleu, c'est négatif. Donc, quand TAL1 est exprimé, ici, vous voyez que généralement, ERG et CD34 ne sont pas exprimés. Ici, vous avez une expression, une bonne expression de ERG, mais pas d'expression de CD34, etc., etc. Et si vous comparez, vous allez voir 6 cellules dans lesquelles les 3 gènes sont exprimés. Là encore, quel est le potentiel de ces cellules? Est-ce que ces cellules seraient vraiment capables de continuer dans la lignée érythropoïétique? Ça, évidemment, on n'en sait rien. La semaine passée, je vous faisais une remarque qui est une question qui me fascine toujours, en fait. C'est l'impossibilité pour ces embryons, ces modèles d'embryons, de faire quelque chose qui n'existe pas chez les embryons réels. Souvenez-vous, je vous disais, on ne trouve jamais une cellule qui ne ressemble à rien, une cellule qui aurait quelque chose de spécial. On retombe toujours sur des types cellulaires qui existent dans l'embryon normal. Alors les auteurs ici vont faire pareil, ils vont prendre toutes ces cellules, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce dataset de RNA sec qui est obtenu avec les embryons modèles, et ils vont les mapper sur des datasets d'embryons réels pour voir si toutes les cellules séquencées matchent des cellules séquencées chez l'embryon. Et c'est ce que vous voyez là. Ici, c'est maintenant... Alors, vous voyez que l'arborescence est beaucoup plus compliquée que ce que je vous montrais tout à l'heure. Ça, c'est des embryons réels. Et c'est un mélange de stades. Ici, vous avez le zygote. Là, vous avez 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, des morulas, etc. Donc, vous avez un aplatissement de tous ces stades différents avec tous les types cellulaires possibles et imaginables. Et donc, ce que vont faire les auteurs, c'est prendre le dataset, prendre les séquences d'ARN des cellules d'embryons modèles et voir où ces cellules matchent, à quoi elles correspondent sur cette carte d'embryons réels. Et ça, c'est le résultat. Donc, vous voyez, en gris, il n'y a pas de match. Alors évidemment, il n'y a pas de match avec le zygote, il n'y a pas de zygote dans les embryons modèles, il n'y a pas de stade très précoce de 2 cellules, de 4 cellules, on est beaucoup plus tardif.
Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de match ici. Et puis là, vous voyez que c'est du trophectoderme ici. Il n'y en a plus chez l'embryon modèle, parce qu'on est déjà passé à du trophoblaste avec des lacunes et tout. Donc on a passé ce stade. Donc en fait, tous les stades précoces sont absents, évidemment. Mais ça montre aussi que rien n'est laissé derrière chez ces embryons modèles. C'est vraiment quelque chose qui avance. Hein. Ce n'est pas qu'on va faire un peu d'épiblaste, un peu de trophoblaste, mais qu'on va quand même laisser des cellules qui, on ne sait pas trop qu'en faire. Non, 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 tout est vraiment cohérent et on passe, sans laisser derrière des stades précoces, des cellules précoces, on passe ici à de l'épiblaste, du sac vitellin, du mésoderme extra-embryonnaire, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, des cellules d'amnios ici, quelques cellules ici du cytotrophoblaste, etc. Okay. Donc les cellules que je vous montrais tout à l'heure. Là encore, pas d'imagination, pas d'innovation, pas de cellules particulières. On est vraiment dans la norme, finalement. C'est assez ennuyeux, dans le fond. On est dans la norme, on produit que des cellules d'embryons, à quoi on s'attendait, il faut bien le dire. Donc toutes ces cellules-là, qui sont des cellules précoces, pré-implantation, même au stade de l'implantation, sont des cellules qu'on ne va pas retrouver dans l'embryon modèle. Voilà, je pourrais passer beaucoup plus de temps sur cette publication qui est vraiment très très épaisse. Je vais simplement vous donner 5 conclusions que ces auteurs font, parce qu'elles me semblent assez intéressantes. La première, c'est vraiment une conclusion d'ordre général sur la ressemblance à des embryons humains, le fait que ces embryons modèles sont produits à partir de la même lignée, qui est vraiment une observation intéressante, contrairement à ce qui se passe chez la souris, et le fait aussi que ces protocoles ne nécessitent pas de transgènes, ce qui est aussi quelque chose de non négligeable. Le deuxième point, je dirais, est plus troublant, c'est bien sûr que la localisation des tissus embryonnaires, extra-embryonnaires, est spatialement correcte, semble apparaître dans le temps d'une façon relativement cohérente, et une fois de plus, quelque chose que j'ai beaucoup répété dans ce cours, il semble que cet agrégat de cellules, ce pseudo-embryon, a une capacité à se prendre en charge et à s'auto-organiser qui est, pour moi en tout cas, absolument étonnante et très troublante dans le fond, puisque ça pose vraiment la question de la relation entre l'embryon, le pseudo-embryon, mais également l'embryon, et son milieu extérieur. Par conséquent, la perception que nous avons du statut même d'embryon comme étant quelque chose de totalement indépendant ou de pas totalement indépendant. C'est quelque chose qui, à mon avis, à l'avenir, sera discuté de façon très intéressante. Troisième point, qui est également très intéressant, l'accent est toujours mis dans ces publications sur le fait que, d'un point de vue structurel, d'un point de vue génétique, ces embryons modèles, ces modèles d'embryons, ne sont pas des embryons. C'est la question du statut de l'ersatz, en fait, hein, ici, à quel point ces pseudo-embryons ressemblent à ces embryons. Et je dois dire que c'est toujours très intéressant de lire les discussions, de lire la façon dont les auteurs adressent cette question particulière, parce qu'en fait, on est un peu dans un paradoxe de dupe, finalement. On est à la fois... Ces modèles d'embryons sont très proches des embryons. Autrement, on ne travaillerait pas avec. Donc la justification de travailler avec, c'est que précisément, ils sont proches. D'un autre côté, s'ils sont trop proches, on ne peut pas travailler avec. Donc on est à la fois proche et pas proche. Et c'est assez intéressant de voir comment ce point précis est traité, la façon dont les auteurs en parlent. Dans ce cas-là, la réponse est nette. On est très loin d'un embryon. Donc ça nous permet d'apprendre des choses dérivées qui probablement sont valables dans le cas de l'embryon,
Mais on n'est pas dans un système où on produit un embryon humain. Quatrième point, point technique. Vous avez sans doute vu que 1%, pour faire une expérience où il faut peut-être 1000, 2000 embryons pour faire de la biochimie, de la biologie moléculaire, on n'est pas encore rentré dans un protocole qui permet d'attaquer ces embryons modèles, ces modèles d'embryons, avec des outils classiques de l'omics, avec quelques outils, mais pas tous. Et donc, il s'agit vraiment d'essayer d'améliorer, d'optimiser ces protocoles. Et puis, le dernier point, qui est un point qu'on a déjà discuté et qui me semble très intéressant, c'est... on a évidemment une vue un peu biaisée de ces modèles d'embryons, puisque, qu'on le veuille ou non, on les associe à des embryons. Et donc, on projette le futur des embryons dans le futur des modèles d'embryons. On se dit, un embryon, un modèle d'embryon qui ressemble autant à un embryon, eh bien, devrait probablement se développer autant qu'un embryon. Mais on ne le sait pas. Et on ne le saura pas tant qu'on ne l'aura pas fait. Et je vous rappelle la phrase qu'avait dite ce collègue anglais, Louis Wolpert, c'est qu'en développement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est passé hier. Et donc, on a beaucoup de difficultés, quand on analyse tout ce dont je vous ai parlé pendant ces 4 séances, à estimer la future potentialité des objets qu'on voit. Ce qui n'est pas le cas avec un embryon. Un embryon, on sait où il va. Un embryon, on sait que dans 99,99% des cas, on sait ce qu'il va donner. Ces modèles d'embryons, on spécule sur ce qu'ils pourraient donner, mais on aura beaucoup de difficultés à savoir ce qu'ils vont donner. Et évidemment, là, on rentre dans les considérations éthiques, légales, sociales. Et je voulais terminer ce cours en vous disant un mot sur ces considérations, très court, parce qu'évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, ces études soulèvent beaucoup de questions, de problèmes. Et ce que je vous montre ici, c'est pas du tout trivial. C'est en fait des articles, des manifestes, des explications qui sont toutes publiées par des scientifiques. Et c'est assez curieux. Je pense que c'est presque un précédent. Je me souviens très bien de la période de la naissance du premier enfant, bébé éprouvette, par exemple. Il y avait beaucoup de questions éthiques, il y avait des débats, très très peu au sein de la communauté scientifique. C'était surtout dans la société que se passaient ces discussions. Et ici, en fait, ces discussions, pour des raisons qui sont, à mon avis, extrêmement intéressantes, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça, ces discussions sont relativement éludées par la société. Je pense que le problème est trop gros, finalement, et on n'en parle pas. Par contre, au sein de la communauté scientifique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors, bon, comme vous le savez, les scientifiques adorent les classifications, ils adorent ordonner les choses, ils adorent faire des arbres, classer, d'où peut-être ce besoin de nouvelles nomenclatures, de normes, etc. Un peu d'ailleurs comme si la communauté scientifique s'auto-organisait pour traiter de ces objets qui s'auto-organisent, en fait. Mais c'est quand même quelque chose d'assez rare pour être mentionné. Dans ce cas particulier, je pense qu'on ne peut pas dire, peut-être est-ce une exception, que les scientifiques se retranchent derrière leurs connaissances, leur tour d'ivoire, etc. Je pense même que ça va trop loin, finalement, parce qu'on peut se poser la question jusqu'à quel point c'est du ressort des scientifiques de s'occuper de ces considérations. Est-ce qu'on a vraiment envie que les scientifiques viennent avec des guidelines et de passer dans une technocratie? Ou bien est-ce que c'est vraiment à la société de s'emparer de ces questions et de dire aux scientifiques ce qui est possible et ce qui n'est pas possible? C'est d'autant plus difficile que certaines de ces considérations, et plusieurs seront discutées vendredi, par exemple les cadres légaux, sont très fortement modulés par des facteurs culturels. Et c'est là-dessus que je voulais terminer en vous montrant une dernière image qui en fait reflète les différences législatives entre, d'une part, 2 points essentiels, ce qui légifère la culture d'embryon humain et ce qui définit un embryon dans la loi.
Et vous voyez que c'est très difficile, en fait, de faire des associations entre des pays qu'on pourrait penser partager des points en commun. Vous voyez que la culture d'embryon, eh bien, on a la même législation en Suède et en Espagne, alors qu'elle est très différente de la législation italienne. Par contre, si on voit la définition d'un embryon, on voit que la France n'en a pas. On voit que certains pays ont une définition qui inclut la fertilisation d'un ovocyte, d'autres la notion de potentialité future. Donc là, on rentre dans quelque chose de très compliqué. Il y a un exemple très intéressant qui est les Pays-Bas, la Hollande, hein, qui ont introduit ça, justement, de cette définition de potentialité. Hein. Et donc, je pense qu'il reste des questions extrêmement importantes, ouvertes, auxquelles il s'agit de donner des réponses dans les années à venir. Et c'est là-dessus que je termine. Il y a des questions technologiques, bien sûr. Vous avez vu au cours de ces 4 leçons qu'on a encore des contraintes, des barrières technologiques à franchir. La première, c'est quel niveau de similarité? Comment est-ce que l'on peut estimer le niveau de similarité entre des embryons et des pseudo-embryons? Quels stades de développement peuvent être atteints en principe? Est-ce qu'on va vraiment, comme dans le meilleur des mondes, jusqu'à une possibilité d'implantation dans un utérus artificiel pour aller jusqu'au bout du développement? Est-ce que c'est théoriquement envisageable ou pas du tout? Et puis, peut-on implanter ces embryons? Est-ce qu'il y aurait un moyen de pouvoir juger des capacités d'implantation de ces embryons humains, hein, je précise, on n'est plus dans un embryon de souris? Est-ce qu'il y aurait une façon, une technique, une technologie qui permettrait de faire ça en restant dans des cadres éthiques et légaux? Le cadre éthique, ben, il est simple, hein, à mon avis. Est-il acceptable, désirable de produire ces modèles d'embryons? Est-il acceptable, désirable de les utiliser à des fins de recherche? Là, ça devient un peu plus compliqué. La question du stade, de la limite. Et serait-il acceptable, désirable de les implanter in vivo? Alors j'ai mis en bas, soit temporairement, soit à terme, dans le cas très hypothétique d'un risque zéro. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, parce que, comme vous le savez, beaucoup de gens confondent des préoccupations éthiques avec la notion de risque. Et j'entends très souvent des gens dire « ce ne serait pas éthique de faire ça puisqu'il y a un risque ». Mais tant qu'il y a un risque, ce n'est pas une question éthique, c'est une question légale. Donc, on ne parle même pas de le faire tant qu'il y a un risque. La vraie question éthique se présente au moment où il n'y a plus de risque. C'est-à-dire au moment où on sait qu'on peut produire, là, je me projette, hein, mais où on peut produire un pseudo-embryon en culture, qu'on peut l'implanter, qu'on peut faire un enfant totalement normal, qui aura un QI normal, etc. Là se pose la question éthique. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce que c'est désirable de le faire? Mais comme cas de figure, comme réflexion, c'est toujours intéressant d'y penser. Et puis le cadre légal, très important, la législation actuelle s'applique-t-elle au modèle d'embryon? C'est une question qui paraît très simple, mais qui n'est pas si simple que ça, en fait. On revient à la première question, hein, la question de l'identité, de la similarité avec les vrais embryons. Les lois actuelles fournissent-elles le cadre légal souhaitable? C'est très compliqué aussi de ne pas construire des outils législatifs qu'on pourrait regretter plus tard parce qu'on pourrait trouver quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Donc d'essayer de contrôler ces développements tout en laissant une certaine marge de manœuvre. Et puis quel besoin de légiférer actuellement ou bien simplement de mieux surveiller, puisque je vous rappelle tout de même que tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, finalement, la loi légifère là-dessus. Il y a un stade auquel on ne peut pas dépasser, 12 jours en France. La loi qui traite de l'embryon humain est relativement claire et stricte. Voilà, je vais terminer ici. Le dernier message que j'aimerais vous donner, en vous remerciant de votre assiduité, c'est de vous dire que l'année prochaine, le cours sera avancé, fin février-mars, et je reviendrai sur quelque chose qui m'est peut-être plus cher que ces pseudo-embryons, c'est-à-dire sur le contrôle génétique à longue distance pendant le développement des vertébrés et de leur évolution.
J'espère vous revoir à cette occasion et en attendant, je vous souhaite un bel été.